restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors d'une bataille rangée entre pêcheurs de Mboro et de Kayar. À l'origine du problème, la délimitation en mer. Plusieurs pirogues ont été brûlées. Les blessés ont été évacués au centre de santé de Mboro. Le ministre de la Pêche s'est déplacé pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Isidore Alexandre Sen. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime au chevet des blessés suite à une bataille rangée entre pêcheurs de Kayar et Mboro. Plus de peur que de mal d'après l'autorité. Nous ont amenés au chevet des malades. Pourquoi j'ai dit Alhamdulillah Gabil Alamina à l'entame de mon propos, c'est que certes il y a conflit, mais nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Nous n'avons qu'un seul cas grave et les autres 4 cas sont des cas qui sont maîtrisés et qui sont stabilisés. Au niveau de l'hôpital régional, nous venons de faire le tour avec Madame Sow et Dr Ndiaye. Nous avons un cas grave, mais tous les autres cas sont des cas maîtrisés qui nécessitent des pansements. Et il y en a même certains qui pourront retourner chez eux aujourd'hui. À entendre le maire de Kayar, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il parle de pêcheurs de Kayar portés disparus. Des blessés qui viennent de Kayar. C'est après vers 6 h du matin que les choses sont déclenchées, que des pêcheurs venus de Mboro ont trouvé des pêcheurs de Kayar qui étaient en train de pêcher. Et ils les ont attaqués, ils ont brûlé leurs filets et ils ont brûlé les pirogues. Et les jeunes de Kayar, les pêcheurs de Kayar étaient obligés de sauter en mer pour vraiment aller à la rive et essayer de se sauver. Donc vraiment c'est une situation critique qu'on a laissée à Kayar. Les gens ne savent exactement ce qui se passe, mais on nous dit qu'il y a déjà 3 pirogues qui sont brûlées et aussi il y a 2 disparus pour l'instant, la dernière information que nous avons vue. Pape Sanyambaï appelle tous les acteurs au calme. Ils vont pouvoir, chacun, après son récit, pouvoir nous permettre de faire la collecte des informations. C'est à partir de ce moment-là, en toute objectivité, rationalité et vérité, que nous pourrons circonscrire les problèmes et trouver des actions correctives pérennes qui pourront nous permettre de ne plus vivre des situations pareilles où nous avons frôlé la catastrophe. Ce lundi, une réunion d'urgence va réunir les conseils locaux de pêche de Kayar et Mboro autour de l'autorité à la gouvernance de Thiès. Isidore Alexandre Sen. Pendant ce temps, les habitants de la cité Djamalaï, eux, s'opposent à la construction de bâtiments au niveau du littoral. Selon eux, ces chantiers peuvent causer des inondations dans leur cité. Ils interpellent les autorités sur cette situation. Alioune Sow et Moussa Dia. Les habitants de la cité Djamalaï déplorent les constructions sur le littoral. Il y a des constructions qui poussent comme des champignons, avec des R+2, R+6, ce qui n'est pas normal pour un littoral. En plus, nous sommes sur un domaine public maritime. Et l'article 3 et l'article 4 du Code de la marine marchande, érigé par la loi numéro 2002-22 du 16 août 2002, dit que les dernières vagues, là où les dernières vagues se posent, il doit y avoir 100 mètres avant que des habitations soient construites. Selon Mambinte Diop et compagnie, ces constructions vont impacter négativement leur cadre de vie avec des risques d'inondation. Les conséquences pour Djamalaï, c'est incontestablement des inondations. Parce que comme vous le voyez ici, c'est un voie de passage naturel des eaux, de pluie surtout. Et la route que Ageroute a construite ici, l'eau en période de pluie se déverse ici. Et l'eau aussi des cimetières. Donc si on construit cet endroit, Djamalaï sera inévitablement inondé. Raison pour laquelle il exige l'arbitrage du chef de l'État pour sortir de ce calvaire. En tout cas, nous voudrions que les populations de Djamalaï restent mobilisées jusqu'à ce que le président signe un décret d'expropriation sur les lotissements qui sont ici. Voilà, c'est ce que nous demandons, c'est notre cri de cœur. Des chantiers et des charretiers campent le décor, une menace aux yeux des riverains qui exigent de l'État la restauration de leur littoral. Alors, nous restons dans cette localité. Les riverains font face à plusieurs problèmes, surtout en cette période de Ramadan,
L'eau est introuvable, les factures sont chères. Ils accusent la CNO de faire la sourde oreille. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les explications de Oumi Diop, elle est habitante de la cité Djamalai. Depuis pratiquement le début du mois de Ramadan, nos femmes, nos mamans, nos petites sœurs et nos grandes sœurs se lèvent le matin, très tôt, ou bien la nuit même, on va dire vers 2 h du matin, pour pouvoir puiser de l'eau du robinet. Parce que durant la journée, on n'aura plus d'eau. Oui. Et ça, on considère que c'est anormal puisque nous payons le prix cher pour avoir de l'eau et on ne peut pas avoir de l'eau courante durant la journée, ce qui est anormal. Nous demandons à ce que la situation revienne à la normale parce que quelqu'un qui paie toujours ses factures au bon moment devrait pouvoir avoir de l'eau courante à tout moment de la journée. En politique, l'avocat français de Ousmane Sonko interdit de fouler le sol sénégalais. C'est son comportement irrévérencieux qui explique cette décision, selon le porte-parole du gouvernement, sur la décision prise par le juge dans cette affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Abdou Karim Fofana se garde de commenter cette décision, mais en tire comme conclusion l'indépendance de la justice. Abdourahmane Ly. La justice n'a jamais été aussi libre et en bonne santé. C'est le sentiment du porte-parole du gouvernement. Il en veut pour preuve la décision rendue par le juge dans l'affaire de diffamation entre un ministre de la République et un opposant. On nous a fait croire pendant des années, par la manipulation de l'opposition et surtout du parti PASTEF, de Ousmane Sonko lui-même, que la justice n'était pas libre au Sénégal, que la justice cherchait son inéligibilité, que la justice était à la solde de l'exécutif, alors qu'il n'en est rien. Ce qu'il en est, Ousmane Sonko a vu son avocat interdit de fouler le sol sénégalais, une décision que le ministre de l'Intérieur justifie, invoquant un comportement irrévérencieux vis-à-vis des institutions de la République. Abdou Karim Fofana enfonce le clou. Vous convenez avec moi que lorsqu'un avocat qui vient d'un autre pays arrive au Sénégal avec des publications mensongères, avec des accusations sur nos institutions, nous devons avoir une attitude ferme. Nous n'avons de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et de ce point de vue, voilà, il y a d'autres avocats étrangers qui sont venus dans le procès, qui ont défendu Ousmane Sonko et qui n'ont pas eu de problème avec la justice sénégalaise, ni la justice sénégalaise, ni la police aux frontières. Et donc une frontière qu'il convient de déterminer entre la France et le Sénégal, précise le porte-parole du gouvernement. Fofana botte en touche toute immixtion de la France dans ce procès des 29 milliards du Prodac. Abdourahmane Ly, l'invité du jury du dimanche, a profité de cette tribune pour s'exprimer sur les rapports d'Amnesty International et d'autres organisations des droits de l'homme présents au Sénégal. Abdou Karim Fofana démontre ces organisations qui font état dans le rapport des violations remettant en cause la démocratie au Sénégal. Le porte-parole du gouvernement invite Seydi Gassama et compagnie à opter pour une démarche moins tendancieuse. Nous l'écoutons. Nous avons traversé une année où beaucoup de membres de l'opposition ont appelé les populations, surtout la jeunesse sénégalaise, à user de la violence. Nous avons connu une année où beaucoup d'acteurs médiatiques sont allés au-delà de leur rôle de journaliste. Vous l'avez vu, des gens qui appellent, qui interprètent des règles, qui donnent des fausses informations. Nous avons vu cette semaine des publications sur les réseaux sociaux où on a demandé, où on a menacé des juges, où on a donné la liste des numéros de téléphone d'autorités politiques, d'autorités judiciaires. Et pourquoi Amnesty International ne parle pas de ces sujets-là? La question de la liberté, la question de la justice n'est pas seulement un fait qui incombe à l'État, à la puissance publique. Elle a une part de responsabilité. Mais de l'autre côté aussi, il y a des acteurs politiques qui sont source de violence et nous le notons tous les jours. Donc moi, je peux bien comprendre qu'un rapport incrimine l'État du Sénégal en disant que sur tel aspect, on doit laisser la liberté d'expression ou ce genre de choses, d'accord. Mais j'aimerais aussi que ces rapports puissent aussi indexer ceux qui appellent à la violence, ceux qui menacent sur les réseaux sociaux. Installation de China Mall au Sénégal, au China Mall au Sénégal. Le ministre du Commerce informe qu'une enquête est en cours. C'est pour déterminer si toutes les règles
sont prises donc par l'entreprise. Abdou Karim Fofana tient donc à rassurer les commerçants sur les risques de l'installation de cette firme étrangère. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, que nous écoutons. Il y a le cas China Mall qu'on a vu. C'est un magasin de distribution qui s'est installé. Nos équipes sont en train de faire des enquêtes et je pense qu'on va suivre l'affaire. Vous faites des enquêtes, vos équipes font des enquêtes sur China Mall? En général, sur toutes les grandes surfaces et tous les commerces. Il faut voir. D'abord, moi, je tiens à ce que ce soit China Mall, Auchan, Utile, un Sénégalais, un autre, que les règles soient respectées. D'abord, l'autorisation préalable. Lorsque vous ouvrez un espace commercial de plus de 300 mètres carrés, il y a des spécifications et des règles particulières d'installation. Donc, il faut que ce soit respecté. Maintenant, en général, il y a beaucoup de bruit avec des mouvements, voilà, France Dégage, tout ça, qui pensent qu'il y a un risque pour les commerçants. Mais en général, les études et les analyses nous montrent que ce n'est pas les mêmes types de produits. Ce n'est pas les mêmes types de produits qui sont vendus. Maintenant, moi, ma conviction, c'est qu'il nous faut davantage protéger nos commerçants et nous le faisons. Mais il faut aussi que nos commerçants prennent de grosses initiatives. Moi, je ne peux pas comprendre, 63 ans après notre indépendance, qu'au Sénégal, qu'on ne sache pas implanter une grande surface et la gérer de façon pérenne. À Kolda, la brigade départementale des services de l'hygiène met des bouchées doubles dans le contrôle et la promotion de l'hygiène alimentaire en ce mois de Ramadan. La production du pain traditionnel, communément appelé tapalapa, a connu une hausse dans cette partie du Sénégal. Mais un problème se pose, les boulangers ne respectent pas les normes d'hygiène. Au total, 1738 baguettes ont été retirées du circuit de distribution faute d'hygiène. N'est-ce pas, c'est du data? Comme à l'accoutumée, les boulangers se frottent les mains en cette période, mais les conditions d'hygiène font parfois défaut. Depuis le début du Ramadan, la brigade départementale d'hygiène de Kolda a mis des bouchées doubles pour veiller au respect des normes d'hygiène. De la fabrication jusqu'à la commercialisation en passant par le circuit de distribution, les soldats d'hygiène jettent un regard sur chaque étape. La moindre absence d'hygiène constatée est automatiquement sanctionnée par la saisine et le retrait du pain du marché. Au mois de Ramadan, la consommation du pain est très importante, plus particulièrement à Kolda, où nous avons pratiquement deux types de pain. Le pain que nous appelons le tapalapa et ensuite le pain moderne. Nous faisons des descentes pour essayer de contrôler les conditions d'hygiène, les conditions de fabrication, de transport et d'exposition du pain. Nous avons saisi au total 1738 baguettes de pain, tapalapa et pain moderne. Il n'y a pas que le pain ciblé par l'adjudant Pathé Baldé et ses hommes. Tout produit jugé impropre à la consommation est également retiré du circuit de distribution, assorti d'une amende. C'est une mission régalienne pour garantir la sécurité sanitaire des populations. Avec le mois de Ramadan, nous accentuons toujours ces contrôles-là. Surtout à l'heure actuelle, il y a certains commerçants qui profitent de l'occasion pour écouler certains de leurs produits. Nos agents sont toujours sur le terrain pour essayer vraiment de contrecarrer tous ces malfaiteurs. Les opérations continuent même au-delà du mois de Ramadan. Dans une localité telle Kolda, caractérisée par le développement du commerce, mais aussi par la porosité des frontières, la brigade départementale des services d'hygiène est obligée d'écumer quotidiennement les marchés à la traque des commerçants véreux et des produits jugés impropres à la consommation. Célébration de la fête de l'indépendance du 4 avril, la coalition Yewwi Askan Wi décline l'invitation du chef de l'État. Dans un communiqué, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi informe avoir reçu l'invitation du président de la République à la cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance du 4 avril, une invitation transmise par le ministre de l'Intérieur. La conférence a décidé de décliner cette invitation. Elle estime que le chef de l'État n'a encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal. La conférence des leaders est au regret de décliner cette invitation. Elle rend toutefois hommage aux héros du Sénégal qui ont inlassablement mené le combat pour l'indépendance de notre pays, d'après le communiqué. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. Le Sénégal expérimente la culture de 4 variétés de blé. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a visité des champs expérimentaux
de l'Isra à Sangalkam et à Diamniadio. Selon Ali Ngouignaï, la culture du blé est bien possible au Sénégal. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Babacar Seck. Nous avons essayé 5 champs d'un hectare. Et puis dans chaque champ, nous avions 4 variétés de blé. Donc 3 variétés de blé tendre et une variété de blé dur. Nous avons également sur les champs expérimentés, nous avons 3 fois 0,25 hectares de semences de blé venant d'Égypte et également une variété de 0,25 hectares venant du Sénégal, donc homologué ici. Et vraiment, les champs ont donné de bonnes attentes. Ils ont expérimenté différents types de sols, différents types d'irrigation. Donc également peut-être différents types de fertilisation. À l'arrivée, on va comparer. Ici, ce que nous avons vu ici vraiment nous encourage. Ça montre que le type de sol, la qualité du sol que nous avons ici montre qu'il est possible de faire du blé. Et j'ai le sentiment, en attendant peut-être que les tests de rendement nous le prouvent, j'ai le sentiment qu'on aura des rendements qui sont de loin supérieurs aux rendements qui sont dans les fiches qui nous ont été donnés par nos partenaires égyptiens et également ce qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal. Nous avons déjà remarqué que la variété homologuée au Sénégal est une variété active, donc toutes les variétés ont été semées en même temps, mais vous avez remarqué que déjà pour la première variété, elle est déjà arrivée à maturité et qu'on doit déjà commencer à récolter lundi. Lancement à Taïba Niassène du projet pilote d'appui à la modernisation du domaine agricole, financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par la Banque arabe de développement économique en Afrique. Donc elle est vaste de 236 hectares. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Adabassar. Cet atelier de lancement du projet pilote d'appui à la modernisation du domaine agricole Tolu Baïnias, mis en chantier au début des années 50 par Maulana Cheikh Ibrahim Niass, a plusieurs objectifs selon le maire de la commune de Taïba Niassène. Ceci, dans un souci de réadaptation pour mieux répondre aux besoins, d'accroître les productions et les rendements agricoles et de créer sur place des richesses et des emplois autour des produits agricoles. Ce qui, du reste, cadre parfaitement avec les options et les politiques mises en place par l'État du Sénégal. La commune de Taïba Niassène est véritablement enthousiaste d'accueillir un tel projet qui constitue une solution durable face à l'exiguïté de son territoire et le fort poids démographique qu'elle connaît. La Banque arabe de développement économique en Afrique a financé le projet à hauteur de $500 000, soit 300 millions de francs CFA. Selon son représentant, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette heureuse occasion témoigne de l'intérêt commun qu'accorde la BADEA et le gouvernement du Sénégal au projet de développement agricole et particulièrement le développement des chaînes de valeur agricole et la promotion de l'entrepreneuriat au regard de leurs impacts sur l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout l'emploi des jeunes, la création de sources de revenus décentes et durables et la promotion de la sécurité alimentaire du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan du Sénégal émergent à travers le développement des chaînes de valeur et la diversification de l'économie du pays. Le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto apprécie. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est d'une grande importance car les différents acteurs concernés auront à l'issue de la rencontre une meilleure connaissance du projet et des différentes étapes et aspects techniques y relatifs. Le domaine agricole Tolubay initié ou créé par Baïnias et qui couvre une superficie de 236 hectares bénéficie de l'accompagnement de l'État du Sénégal. Le domaine agricole Tolu Baïnias, vaste de 236 hectares, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation arabe pour le développement agricole, OWADA. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.